les Français de confession juive en France seront de moins en moins en sécurité. Et le grand problème qu'on a en France, c'est qu'ils vivent parmi leurs ennemis. Pierre Martinet, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. On s'excuse un peu, on est un peu précipité d'une certaine manière entre deux alertes pour cette interview en direct sur Radio Kalita, mais nous avons sollicité pour avoir votre appréciation. D'abord, je rappelle à nos auditeurs que vous êtes un ancien agent de la DGSE et également que vous êtes aujourd'hui le fondateur du Cercle patriotique Hermès. Je voulais avec vous d'abord avoir une appréciation de votre part sur ce qui se passe actuellement. Est-ce que vous pensez que la démarche entreprise par Donald Trump, si elle est confirmée, si elle se développe, c'est quelque chose de bien, ou c'est finalement ça risque de couper l'herbe sous le pied, en particulier des Israéliens qui veulent voir le régime des Mollahs être détruit ou au moins être considérablement affaibli? Alors c'est assez surprenant effectivement ce qui est en train de se passer. Alors il y a peut-être une raison cachée derrière cette façon de procéder par Donald Trump en ce moment. Mais si il y a un négo et qu'il stoppe le conflit aujourd'hui, je pense que tout ce qu'il aura fait depuis des semaines n'aura servi à rien, parce que ça va continuer, ça recommencera dans quelques années. C'est un peu comme la même démarche avec le Hamas. Si on va pas au bout de la démarche pour éliminer définitivement ce mouvement de terroristes, dans quelques années, ça reprendra son cours, le cours normal des choses, si j'ose m'exprimer ainsi, puisque leur seul objectif, c'est de détruire Israël, comme l'objectif du régime iranien, c'est de détruire Israël. Donc, soit on va au bout de la démarche, et effectivement, ça a un coût humain, financier, politique, tout ce que vous voulez, mais au moins on est logique et cohérent dans ce qu'on fait, soit on ne l'est pas, et on ne va pas au fond des choses, et ça n'aura pas servi à ça n'aura pas servi à grand chose finalement, quoi. Alors, en tant qu'ancien agent de la DGSE, je voudrais avoir votre appréciation. Il y a une question que l'on se pose. Beaucoup d'Israéliens s'interrogent justement parce que, effectivement, Israël, vous le savez, l'armée de l'air israélienne, avec les Américains, ont frappé plusieurs milliers de cibles en Iran. Ils ont considérablement affaibli, on va dire, le régime des Mollahs, mais également donc le programme nucléaire, le programme balistique, enfin, tout ce qu'ils pouvaient cibler. Il y a encore des cibles à frapper, mais il y a quelque chose que l'on n'arrive pas à cerner, c'est l'attitude des opposants iraniens. Et la question que se pose en Israël, on se demande si finalement le Mossad israélien, la CIA, ne sont pas présents sur place pour susciter ce réveil de l'opposition iranienne qui semble craindre, et on la comprend parce qu'elle a vécu ce qui s'est passé en janvier dernier, avec des dizaines de milliers de morts. Est-ce que vous pensez qu'il est logique d'envisager qu'il y ait actuellement des dizaines, des centaines d'agents du Mossad et de la CIA qui se trouvent sur place pour pousser l'opinion publique iranienne à aller frapper et à porter de coups de grâce au régime iranien? Ça fait partie des missions et des prérogatives de certains services spéciaux, notamment les services actions de la DGSE. On est capable de faire ça. On l'a déjà fait dans certains conflits. Pour toucher aussi précisément toutes les cibles qui ont été touchées depuis le début de ce conflit, et même avant, hein. Je parle des cibles humaines et des cibles matérielles, hein, les deux. Il y a forcément des gens sur le terrain, il y a forcément soit des agents infiltrés sur de la longue durée, soit des agents infiltrés pour de la courte durée avec des missions bien précises de sabotage ou de renseignement, soit il y a des sources qui ont été recrutées depuis de nombreuses années, ou les trois. Après, pour faire tomber un régime, il y a plusieurs possibilités. La première possibilité, c'est après des bombardements intensifs comme il y a en Iran depuis quelques semaines, on envoie des troupes au sol, on va dire de façon conventionnelle, des troupes comme on a pu le faire par le passé. Hein, même si on remonte la Seconde Guerre mondiale, c'est un peu ce qui s'est passé avec le débarquement en Normandie. Soit on fait tomber un régime avec des opérations spéciales où pour ainsi dire, on fait un coup d'État.
Et la troisième possibilité, c'est ce dont vous êtes en train c'est votre question, c'est qu'il y a des agents infiltrés depuis de nombreuses semaines qui ont d'abord recruté, choisi des opposants pour développer une rébellion de façon à ce que de l'intérieur il y ait des mouvements armés qui soient capables de faire tomber le régime. Je dis bien des mouvements armés. Alors justement, c'est sur ce point que je voudrais, parce que c'est ça le point important. D'où viennent les armes? Est-ce que il y a, d'abord, c'est aussi notre question que l'on se pose, c'est-à-dire il n'y a pas de brèche pour l'instant, ni dans l'armée iranienne, ni dans les gardiens de la révolution, même si on peut penser effectivement qu'ils sont bien plus endoctrinés que dans l'armée iranienne, ni même par exemple chez les Bassidji, la milice policière, on va dire, de Téhéran. Ça vous surprend qu'il n'y ait pas de défection, qu'il n'y ait pas, on va dire justement, de petites cellules armées qui pourraient se... Alors pour l'instant, il n'y a pas de défection parce qu'il n'y a pas eu encore ce mouvement d'intérieur qui a été organisé et structuré pour commencer à faire tomber le régime. Si ça se fait, j'étais en Libye moi pendant la révolution et au début de la révolution, c'était un mouvement de foule, elle n'était pas armée. Donc, elle a eu une opposition de l'armée régulière de Kadhafi, mais dès l'instant où cette opposition a commencé à être armée, qui a eu en face du bilan et des morts, certains ont fait défection, certains ont rejoint la rébellion. Ce qui se passe aujourd'hui en Iran, c'est que c'est pas encore le cas. Il n'y a pas encore une rébellion qui est structurée, armée par des services comme le Mossad ou la CIA. Mais si ça se fait, si c'est en train de se faire, je pense que c'est en train de se faire parce que c'est aussi une solution qui pourrait satisfaire politiquement les États, l'État d'Israël et surtout les USA. Si ça commence à se faire, il y aura forcément de la défection. Alors la grande différence, c'est qu'il y a un endoctrinement, surtout chez les gardiens de la Révolution, qui est puissant et élevé, mais il n'y a pas eu encore... Il y a eu des mouvements de foule, et il y a 3 ans déjà, quand il y a eu ces mouvements de foule, 3 ou 4 ans, quand cette femme a été arrêtée parce qu'elle portait mal son foulard et qui est morte en détention, là j'avais déjà soulevé cette hypothèse qu'il fallait se saisir de cette occasion pour faire tomber le régime à ce moment-là. Et ça ne s'est pas fait. Là, j'ose espérer que c'est en train de se faire. Il y a 5 ans, quand j'avais ma société de sécurité, ma société militaire privée, quand je vivais en Angleterre, j'avais été contacté par des Iraniens qui me demandaient de la formation au Kurdistan autour de l'Iran pour qu'ils puissent après mener des actions. Évidemment, je ne l'ai pas fait parce que ce n'était pas mon rôle, mais c'est le rôle de certains services du Mossad ou de la CIA. Et chez nous, on est capable de le faire, effectivement, parce qu'on l'a fait aussi. C'est pas inimaginable de penser que, par exemple, quelque part dans la banlieue de Téhéran, il y a des hangars où se trouvent des armes qui seront mis à la disposition, on va dire, d'une opposition iranienne, ou alors à défaut, on va dire, d'une défection de la part des services de sécurité. Alors, il y a cette possibilité, c'est un peu plus compliqué, déjà, parce qu'il faut... Il y a la notion de clandestinité, des caches sont possibles, bien évidemment, mais moi je pense aussi aux Kurdes, à la frontière iranienne. Oui. Ça aussi, c'est une possibilité. En vérité, c'est qu'il faut que ça commence à... si vous voulez, il faut que ça commence à se fasse, et une fois que ça va prendre, une fois que la comparaison n'est pas bonne, mais une fois que la mayonnaise a pris, il va y avoir une adhésion. Aujourd'hui, c'est pas possible. Pourquoi ? Enfin, ça n'a pas été possible jusqu'à présent. Pourquoi ? Parce que le peuple n'est pas armé. Moi, quand j'entends sur les plateaux de télévision des Français qui nous disent « Oh, mais il faut laisser le peuple se débrouiller, ils vont arriver à faire tomber le régime tout seul. » Mais c'est pas vrai. C'est pas possible. En vérité, c'est pas possible parce que ils vivent pas dans un pays, on va dire, normal. Ils sont sous une chape de plomb islamique. Les gardiens de la révolution tiennent le pays de main de fer. Et ce n'est pas possible. Il faut de l'armement, il faut une rébellion structurée avec un entraînement bien particulier qui soit capable après de commettre des actions sur les points stratégiques du gouvernement des Mollahs, quoi. Alors, c'est très intéressant ce que vous nous dites, mais je voudrais aussi... On l'a fait nous, au Kosovo.
Oui, effectivement. Alors, je voudrais avec vous, si vous me permettez, consacrer les dernières minutes de notre petit entretien à une tribune que vous avez publiée. Justement, c'est le cas de le dire, une tribune, puisque c'est sur Tribune Juive. Et vous avez écrit dans cette tribune que les Juifs ne sont plus en sécurité en France et que, d'une certaine manière, vous avez dit que si vous étiez vous-même juif, eh bien, vous quitteriez la France. Parce que cette France n'a plus la volonté de se battre. Vous pouvez nous expliquer ce qui a suscité une telle réaction de votre part, telle attitude ? En fait, cette réaction, c'est pas la première fois que j'en parle, c'est la première fois que je l'écris comme ça, et ça suscite beaucoup de réactions, et c'est tant mieux. Pas plus tard que hier, je discutais avec quelqu'un qui est juif en France, qui me dit « Mais Pierre, où tu veux que j'aille? La France, c'est mon pays. » Je lui ai dit évidemment que la France, c'est ton pays, comme c'est la mienne. Mais aujourd'hui, je lui ai dit, tu as des enfants qui auront des enfants. Il faut penser à eux. J'ai vécu à Londres et je connais Londres depuis de nombreuses années parce que je partais en mission régulièrement là-bas, j'étais au service pour travailler sur des réseaux de terroristes islamistes qui étaient en Europe. Et la situation s'est considérablement dégradée. La situation en France s'est considérablement dégradée également. Et je dis ça parce que depuis le 7 octobre, en France, en Angleterre, en Belgique et en Europe de l'Ouest en général, il y a cet antisémitisme qui s'est totalement relâché, qui est en roue libre. Alors, dans certaines manifestations à Londres, on a entendu « mort aux Juifs ». Vous savez, les paroles précèdent les actes. Voilà, les paroles précèdent des actes. Et aujourd'hui, je pense qu'on prend pas conscience que la France est dans un début de climat pré-insurrectionnel. Je passe bien mes mots, je sais ce que c'est qu'une guerre insurrectionnelle ou une guerre civile. On n'en est pas encore là. Mais il y a tous les ingrédients qui se mettent en place pour. Les dernières élections municipales confirment ce que je pense depuis des années. Oui. Et les Français de confession juive en France seront de moins en moins en sécurité. Et le grand problème qu'on a en France, c'est que ils vivent parmi leurs ennemis. Alors que moi, aujourd'hui, je partirai en Israël parce que au moins notre ennemi est identifié. Et parfois, on peut l'avoir au bout du fusil, on peut se défendre. En France, ce n'est pas le cas. On compte sur l'État l'État ne peut pas être partout et à tout moment pour vous défendre. Il y a eu suffisamment de meurtres antisémites en France pour prendre conscience que la situation c'est bien dégradé depuis des années et c'est assez compliqué de vivre ici en France aujourd'hui. Et ça va l'être encore plus. C'est ça le sujet. Le sujet, c'est les signaux faibles qu'on a. Il faut savoir les interpréter et il faut pas les laisser de côté. Il faut prendre conscience. Et il faut faire quelque chose. Aujourd'hui, il n'y a rien qui est fait pour ça. Une dernière Vous savez, les grandes paroles. Oui, les grandes paroles politiques en disant on va lutter contre l'antisémitisme, etc. Mais c'est faux, c'est pas vrai. C'est pas vrai, ça ne fonctionne pas. Une dernière question, Pierre. Vous pensez qu'il y a beaucoup de Français qui pensent comme vous, qui se disent de la même manière qu'ils sont inquiets pour l'avenir de la France en général, même sans aller jusqu'à favoriser une démarche d'immigration vers l'État d'Israël, qui sont inquiets pour l'avenir de la France ? Alors, il y a des Français de confession juive qui sont inquiets. Bien sûr. Oui. Depuis que cet article est paru, je reçois de nombreux témoignages en me disant merci de parler comme ça, merci de parler vrai. Je suis parti il y a quelques années et je ne le regrette pas. Et ensuite, il y a des Français qui sont inquiets parce que la situation de la France est très inquiétante. Mmh. Eh bien, Pierre Martinet, merci beaucoup de nous avoir éclairé d'abord sur ce qui pourrait se passer donc en Iran dans les prochains jours ou les prochaines semaines avec ce potentiel soulèvement de la part de la population de l'opposition iranienne et puis donc de nous avoir livré votre analyse de la situation en France qui est pas particulièrement réjouissante et merci pour cette prise de position courageuse que vous avez eue de dire tout simplement que si vous étiez juif, eh bien vous quitteriez
et la France pour Israël. Voilà, une nouvelle alerte, comme vous l'entendez peut-être avec moi en direct. Nouvelle alerte, 4e alerte depuis ce matin sur l'État d'Israël et probablement donc à Jérusalem où nous nous trouvons. On va prendre les informations nécessaires et voir si effectivement on se retrouve dans quelques minutes dans les abris. Merci beaucoup Pierre d'avoir été avec nous. Merci à vous, bon courage. En direct, à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.